À la réception de notre mariage, mon futur mari a annoncé qu'il cédait tous ses biens prénuptiaux à sa mère. La foule a applaudi sa piété filiale, mais j'ai pris le micro et j'ai prononcé une phrase qui a laissé tout le monde sous le choc. Le doux son d'un quatuor à cordes résonnait dans la somptueuse salle de bal de l'un des hôtels les plus prestigieux de Paris. Les lustres de cristal projetaient une lumière brillante le long de l'allée bordée de roses blanches où je tenais le bras de l'homme que j'avais aimé pendant toutes mes 20 ans. Aujourd'hui devait être le plus beau jour de ma vie. Ma robe fluide, les sourires radieux de nos parents, les douces félicitations de nos proches et amis. Tout cela me donnait l'impression de marcher dans un rêve magnifique. J'ai levé les yeux vers Hugues, mon futur époux, le cœur débordant d'une foi ardente en notre avenir heureux. L'animateur, avec sa voix charismatique, est monté sur scène, annonçant joyeusement qu'il était temps pour le marié de dire quelques mots avant que les deux familles ne lèvent officiellement leur verre. Selon le script que nous avions convenu, Hugues était censé remercier nos parents et me prononcer quelques vœux romantiques. Mais au moment où l'animateur a fini de parler, Hugues a hâtivement et presque brutalement arraché le microphone. Son étrange impatience m'a fait tressaillir. Hugues s'est raclé la gorge, balayant du regard la salle de bal silencieuse et attentive. Il ne m'a pas regardé une seule seconde. Au lieu de cela, ses yeux se sont fixés sur la table principale où sa mère biologique, Éléonore, était assise avec un air incroyablement suffisant. D'une voix forte, claire et tonitruante qui a résonné dans mes tympans, Hugues a dit « Mesdames et messieurs, chers invités, aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. Être ici aujourd'hui. Je dois une immense dette de gratitude à ma mère qui m'a élevée seule. C'est pourquoi, avec vous tous comme témoins, je voudrais annoncer une décision majeure. Je vais transférer l'acte de propriété de mon bien prénuptial, le luxueux appartement de Montmartre, ainsi que toutes les économies et actions actuellement à mon nom, entièrement à ma mère, Éléonore. De plus, pour remplir mon devoir de fils, à partir de ce mois-ci, je déduirai automatiquement 3 500 € de mon salaire mensuel pour la soutenir. Maman, tu peux profiter de ta retraite en toute tranquillité. Je m'occupe de tout. Au moment où sa déclaration s'est achevée, un tonnerre d'applaudissements a éclaté dans la salle. Mais ces applaudissements venaient entièrement du côté des invités du marié. Les tantes et oncles du gauchaient la tête en signe d'approbation, le louant sans cesse d'être un fils incroyablement dévoué qui se souvenait de ses racines. Éléonore était assise là, le torse bombé de fierté, un large sourire se répandant sur son visage fortement maquillé. En contraste frappant avec la jubilation de la famille du marié, tous les invités du côté de la mariée, ainsi que mes amis, étaient assis dans un silence stupéfait. Mes parents, assis à la table familiale, sont devenus pâles de choc. L'espace autour de moi semblait s'effondrer. Le bruit ambiant s'est brisé. Mes oreilles bourdonnaient. Je suis resté figé sur scène, mes mains devenant glaciales, mon cœur se sentant écrasé. Ce luxueux appartement qu'il venait de mentionner n'était pas sa seule propriété. L'appartement coûtait 700 000 €. Hugues n'avait que 200 000 €. Le reste devait être financé par un prêt immobilier. Pour réduire les taux d'intérêt écrasantes, il m'avait convaincu d'apporter toutes mes économies, soit 100 000 €, pour l'acompte. Il avait promis qu'après notre mariage, nous paierions le prêt ensemble et qu'il ajouterait mon nom à l'acte de propriété. Parce que je faisais confiance à l'homme que j'aimais, parce que je pensais qu'en tant que mari et femme, nous ne devrions pas tenir les comptes. Je lui avais obéissamment viré chaque centime de mon argent durement gagné. Et maintenant, devant des centaines de personnes, il me dépouillait ouvertement de mon travail acharné, transformant tous ses biens en les siens uniquement pour les remettre à sa mère. Il allait donner à Éléonore 3 500 € par mois, alors que son salaire n'était que de 6 000 €. Les 2 500 € restants ne couvriraient même pas le prêt hypothécaire mensuel et les charges de copropriété de l'appartement, sans parler des frais de subsistance, des services publics ou de l'éducation des enfants à l'avenir. Il me jetait tout le fardeau financier sur les épaules. Il voulait que je travaille d'arrache-pied pour payer le prêt d'une maison au nom de sa mère, portant le poids de notre nouvelle famille sur mon modeste salaire d'entreprise. Une vague de ressentiment suffocant m'est montée à la gorge. J'ai soudainement vu le vrai visage derrière le masque du fil dévoué. C'était l'égoïsme ultime, un calcul lâche et un manque cruel de respect pour la femme sur le point de devenir sa femme.
Il ne me voyait pas comme une partenaire de vie. Il me voyait comme un distributeur automatique gratuit, une mule à exploiter. En bas, Éléonore souriait toujours, un sourire moqueur qui mettait à l'épreuve mon endurance. Ma patience et mon pardon se sont entièrement évaporés. Une invisible poussée de force m'a rassemblé. J'ai pris une profonde inspiration, mes yeux secs sans une seule larme. J'ai fait un pas en avant et j'ai froidement arraché le microphone des mains d'Hugues. Il a sursauté, ses yeux exorbités. Avant qu'il ne puisse réagir, ma voix aiguë et ferme a résonné, cristalline, dans toute la salle de bal. Chère famille et chers invités, merci d'être ici ce soir. Hugues a terminé sa partie. Maintenant, c'est mon tour. Concernant sa décision de subvenir aux besoins de sa mère, je la soutiens pleinement car un enfant doit honorer ses parents. Mais Hugues a commodément oublié de mentionner un détail très crucial. Cet appartement de Montmartre qu'il vient d'annoncer qu'il offre à Éléonore. Il contient 100 000 € de mon propre argent durement gagné. Parce que nous n'étions pas encore légalement mariés, il a utilisé ma confiance pour ne mettre que son nom sur l'acte de propriété, et maintenant il cède unilatéralement nos biens communs. La salle de bal a éclaté en murmures et chuchotements. Le visage d'Hugues s'est décomposé. Il a balbutié, essayant de reprendre le microphone, mais je me suis éloignée, continuant fermement, un mariage qui commence par le calcul, la tromperie et un manque total de respect n'a aucune raison de continuer. Ici même, avec tout le monde comme témoin, j'annule officiellement ce mariage. À partir de cette seconde, Hugues et moi n'avons plus aucune relation. Et Hugues, j'exige que tu me rembourses immédiatement les 100 000 € que je t'ai transférés pour la maison. J'ai toujours tous les relevés bancaires. Je vous souhaite, avouez à votre famille, une très bonne vie avec votre richesse nouvellement acquise. Sur ce, j'ai claqué le microphone sur la table. Un grincement perçant de l'arsène a signalé la fin de cette farce ridicule. Je me suis calmement retournée, j'ai ramassé l'ourlet de ma lourde robe de mariée et je suis sortie directement de la scène, laissant la famille du marié dans un état de choc absolu. Prenant des pas fermes et réguliers le long de l'allée des Roses, je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Sous les lumières vives de la salle, je pouvais sentir les regards curieux, compatissants et étonnés brûler sur moi. Mes parents s'étaient déjà levés. Les yeux de ma mère étaient rouges et remplis de larmes. Mon père, un homme strict et posé toute sa vie, s'est avancé et a serré fermement ma main glaciale. Il a parlé juste assez fort pour que je l'entende, mais avec une clarté absolue, « Rentrons à la maison, ma chérie. Cette famille ne mérite pas ma fille. » Léa, ma meilleure amie depuis l'université, s'est précipitée de la table des amis. Elle m'a aidé à porter la lourde traîne de ma robe, le visage tordu de fureur alors qu'elle fixait le côté du marié. Nous sommes sortis par les portes vitrées de l'hôtel, laissant derrière nous l'atmosphère chaotique. Les cris stridents d'Éléonore et la panique frénétique d'Hugues. L'air frais d'automne de Paris m'a frappé au visage, me rendant étrangement alerte. Pas une seule larme n'est tombée. Le chagrin avait été entièrement remplacé par un instinct féroce de survie. Dès que je suis montée dans le VTC que Léa avait hâtivement ailé, j'ai sorti mon téléphone. Tous les numéros de téléphone et les comptes de réseaux sociaux appartenant à Hugues et à ses proches ont été définitivement bloqués. Je voulais couper toutes les racines toxiques sur le champ. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ai retiré la somptueuse robe de mariée et j'ai démaquillé mon visage. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme qui venait de survivre à un immense ouragan, mais qui tenait toujours debout. Mes parents étaient assis dans le salon. Ni l'un ni l'autre n'a prononcé un mot de reproche ou de plainte. Ma mère a juste réchauffé de la soupe pour moi et m'a dit de manger et d'aller dormir. Le soutien chaleureux et silencieux de ma famille a été le plus grand ancrage que j'ai eu pour m'aider à nettoyer les débris qu'Hugues avait causés. Le lendemain matin, la lumière du soleil a traversé la fenêtre, signalant un nouveau départ. Je me suis levée tôt, j'ai préparé une cafetière, j'ai pris un vrai petit déjeuner et j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai rassemblé toutes les captures d'écran de mes conversations textuelles avec Hugues concernant l'achat de l'appartement. J'ai trouvé la confirmation de virement bancaire des 100 000 € avec le libellé clair, contribution de Maëlys pour l'acompte de l'appartement de Montmartre. J'ai tout sauvegardé méticuleusement dans un dossier sécurisé. À 8 heures pile, j'ai appelé Léa.
Nous nous sommes rendus directement au cabinet d'avocat Dubois et Associés dans le centre de Paris. Maître Dubois était un vieil ami de la famille de Léa, connu pour être un avocat civil impitoyable qui ne perdait pas de temps. Feuilletant le dossier imprimé que je lui avais remis, il a parcouru les preuves et a hoché la tête en signe d'approbation devant ma minutie. Vous avez fait ce qu'il fallait, Maëlys. Avec ces preuves, vous avez de solides bases légales pour récupérer ces fonds. Ces actions frôlent l'enrichissement sans cause et la fraude civile. S'ils refusent de payer, nous ferons authentifier ces messages textes pour garantir leur recevabilité légale. Pour l'instant, je vais rédiger une lettre de mise en demeure formelle exigeant le remboursement immédiat des fonds. Elle sera envoyée par courrier recommandé à son domicile et directement au service des ressources humaines de son entreprise. Maître Dubois a tout expliqué en détail. J'ai hoché la tête, signant la convention d'honoraires et la procuration. Je savais que les personnes avides et égoïstes comme Hugues ne ressentaient la peur que lorsque la loi et leur emploi étaient menacés. Cet après-midi-là, j'ai enfilé un tailleur-pantalon élégant et sobre, me suis légèrement maquillée et suis allée travailler à mon agence de relations publiques comme d'habitude. Les affaires personnelles ne peuvent pas interférer avec ma carrière. C'est ma règle. Cependant, la tempête n'était pas terminée. Vers 15 heures, la réceptionniste s'est précipitée dans mon service, paniquée, disant qu'un homme se présentant comme mon fiancé faisait une scène dans le hall, exigeant de me voir. J'ai pris une profonde inspiration, gardant un comportement calme, et je suis sortie. Hugues était là, le visage hagard, les yeux injectés de sang. En me voyant, il s'est élancé pour me saisir le bras. Mais j'ai reculé, gardant une distance de sécurité. Es-tu folle, Maëlys? Comment oses-tu m'humilier, moi et ma mère, devant toute notre famille comme ça? Sais-tu que la tension artérielle de ma mère a monté en flèche et qu'elle prend des médicaments depuis hier soir à cause de toi? Appelle ton avocat et abandonne cette poursuite tout de suite. A crié Hugues, haletant lourdement. J'ai regardé l'homme devant moi, mon cœur entièrement vide d'émotion. J'ai croisé les bras et j'ai répondu d'un ton plat et inébranlable. Tout d'abord, nous n'avons plus aucune relation, alors ne me donne pas d'ordre sur ce ton. Deuxièmement, la personne qui t'a humilié est ta propre cupidité et ton calcul lâche, pas moi. Troisièmement, ces 100 000 € sont les miens. Rends-les et mon avocat se retirera. Sinon, je te verrai au tribunal. Hugues est resté sans voix. La vérité crue l'a laissé sans excuse, mais sa nature faible et lâche a pris le dessus. Il a baissé la voix, essayant de sauver la situation avec un éclairage au gaz pathétique. Je n'ai fait ça que pour rendre ma mère heureuse. J'ai gardé une trace de l'argent que tu as mis. En tant qu'épouse, tu es censée penser à la famille de ton mari. Vas-tu vraiment jeter des années de notre relation pour de l'argent? J'ai laissé échapper un rire sec, lui jetant un regard de pure pitié. N'utilise pas le mot « relation » comme un bouclier pour ton égoïsme. Je voulais me marier pour construire une vie ensemble, pas pour être un distributeur automatique gratuit pour toi et ta mère. Maintenant, quitte ce bâtiment immédiatement ou j'appelle la sécurité. Voyant ma détermination, Hugues s'est de nouveau enflammé, agitant les bras et lançant des jurons. Sans perdre une seconde, j'ai fait signe au chef de la sécurité qui se tenait à proximité. Instantanément, 3 grands gardes se sont avancés et ont escorté physiquement Hugues hors des portes vitrées, ignorant sa résistance frénétique. J'ai fait demi-tour, suis retourné à mon bureau et j'ai fermement fermé la porte, bloquant toute nuisance. L'échec d'Hugues à m'intimider au travail a apparemment exaspéré Éléonore. Une femme qui s'est toujours considérée comme la matriarche suprême, habituée à tout manipuler dans sa famille, ne pouvait accepter qu'une fille d'un milieu normal comme moi ose se rebeller publiquement et ruiner son plan parfait. 2 jours seulement après l'incident du mariage, au crépuscule, je venais de rentrer du travail et dîner avec mes parents dans notre maison en Normandie. La sonnette a retenti sans arrêt. Mon père est allé ouvrir. Au moment où il a ouvert la porte, Éléonore, le visage rayonnant d'une intention meurtrière, l'a poussé et a fait irruption directement dans notre salon. 2 femmes d'âge moyen que j'ai reconnues comme les tantes d'Hugues la suivaient. Éléonore s'est tenue au milieu de notre maison, les mains sur les hanches, criant si fort que les voisins ont commencé à regarder par leurs fenêtres. « Oh, bien. Vous êtes tous les 2 à la maison.
Vous devez voir comment vous avez élevé votre fille. Je pensais que c'était une famille décente, mais il s'avère qu'elle est une croqueuse de diamants qui prévoyait de voler la propriété de mon fils avant même de franchir notre seuil. Ma mère s'est levée d'un bond de sa chaise, le visage pâle, mais gardant sa politesse de base. Madame Dubois, surveillez votre langage. Ma fille n'a pas pris un seul centime de votre famille. C'est votre fils qui retient l'argent de Maëlys. Éléonore a ricané, fouillant dans son sac à main de créateur contrefait. Elle a sorti une carte de débit prépayée et l'a jetée violemment sur notre table basse en verre. Elle a glissé avec un cliquetis et est tombée sur le tapis. Voici les précieux 100 000 € de votre fille. Prenez-les et achetez-lui des compléments cérébraux. Avez-vous vraiment cru que ma famille convoiterait quelques centimes de la vôtre? Je vous les rends pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Ne pensez pas que vos petits jeux d'avocat nous effraient. Une fille pauvre et irrespectueuse comme elle. Mon fils qui l'a évité est une bénédiction pour notre famille. Je me suis lentement levée, j'ai contourné la table à manger et je me suis penchée pour ramasser la carte. La tenant, je me suis approchée d'Éléonore, la regardant droit dans les yeux. J'apprécie que vous ayez apporté l'argent, mais madame, j'ai viré les fonds directement sur le compte bancaire vérifié d'Hugues avec une trace écrite claire. Je n'accepte pas une carte de débit aléatoire et intraçable qui pourrait ou non contenir des fonds sans reçu légalement contraignant. Veuillez la reprendre. Mon avocat a envoyé la demande formelle. Toutes les transactions financières doivent être traitées de manière transparente par l'intermédiaire des banques avec une documentation légale. Si la date limite est dépassée et que les fonds ne sont pas sur mon compte, les tribunaux s'occuperont de votre fils. Sur ce, j'ai repoussé la carte dans la main d'Éléonore. Mon refus décisif et mon manque total de peur ont rendu Éléonore folle. Elle a levé la main, sur le point de pointer du doigt et de crier à nouveau quand mon père a parlé, sa voix résonnant d'autorité. « Madame Dubois, ayez un peu de respect et quittez ma maison immédiatement. Si vous continuez à faire une scène, j'appelle la police et je porte plainte pour intrusion et harcèlement. » La position inflexible de mon père a forcé les deux tantes à saisir nerveusement les bras d'Éléonore et à la tirer en arrière. Elle a grincé des dents, s'est retournée et est sortie en trombe, mais non sans lancer une malédiction venimeuse. « Attendez un peu. Je vais afficher votre sale tête partout sur Internet. Voyons quel homme osera jamais vous épouser après ça. » Elle ne proférait pas une menace en l'air. Le lendemain matin, les réseaux sociaux ont explosé. Léa m'a appelé à 6 heures du matin, m'envoyant un barrage de liens. Éléonore avait utilisé son compte Facebook et rallié tous ses proches pour partager un manifeste de 1000 mots sur des groupes communautaires locaux massifs et des pages Reddit dans toute la région parisienne. Dans son message, elle jouait le rôle d'une mère célibataire douce et travailleuse qui avait tout sacrifié pour son fils à succès. Elle a fabriqué un récit déchirant selon lequel j'étais une croqueuse de diamants professionnelle. Elle m'a accusé de simuler l'innocence pour siphonner les finances d'Hugues, exigeant qu'il mette son appartement à 1 million d'euros à mon nom avant le mariage. Quand Hugues aurait découvert mon complot et mis la maison au nom de sa mère pour protéger la famille, j'aurais fait une crise de colère au mariage, l'aurais annulé et aurais essayé de leur extorquer 100 000 € comme frais de rupture. Elle a même joint de vieilles photos de moi dînant dans de bons restaurants, insinuant que je dépensais l'argent durement gagné de son fils. Sa distorsion flagrante de la vérité, combinée à sa performance stellaire en tant que victime, a rapidement enflammé la fureur d'Internet. Des milliers de commentaires malveillants m'étaient destinés. Des inconnus sur Internet m'ont verbalement agressé, me traitant de sangsue matérialiste et de croqueuse de diamants toxiques. Certains détectives d'Internet ont même trouvé où je travaillais et ont commencé à laisser des avis négatifs sur la page Google de mon entreprise, des mots dégoulinant d'une telle méchanceté. Mon cœur me faisait mal. Mes parents l'ont vu aussi et étaient dévastés. Ma mère a soupiré, me regardant avec une immense pitié. Le pouvoir de la foule d'Internet est vraiment terrifiant. Il peut transformer le noir en blanc, transformant une victime en méchant par les paroles sans fondement d'une personne malveillante. Mais ma douleur s'est rapidement transformée en feu d'une juste colère. Je savais que si je restais silencieuse et m'effondrais maintenant, Éléonore et Hugues réussiraient à piétiner ma vie. Je devais me battre pour protéger mon propre honneur et celui de ma famille. Au milieu de la tempête de critiques, j'ai pris une journée de congé.
Je me suis enfermée dans mon bureau à domicile avec le sang-froid le plus total possible. La vérité est toujours l'arme la plus tranchante, et je détenais des preuves irréfutables. Premièrement, je me suis connectée à mon portail bancaire et j'ai téléchargé les relevés officiels des 2 années où j'ai fréquenté Hugues. J'ai surligné l'argent que j'avais dépensé pour nos vacances, les cadeaux coûteux que j'avais achetés pour Éléonore pendant les fêtes, et surtout, la confirmation de virement bancaire de 100 000 € clairement étiqueté, contribution de Maëlys pour l'acompte de l'appartement de Montmartre. Deuxièmement, j'ai contacté Léa. Pendant la réception de mariage, Léa avait utilisé son appareil photo hybride haut de gamme pour enregistrer tout le discours sur scène. La vidéo n'est en 4K montrant Hugues déclarant clairement qu'il prenait nos biens pour rembourser sa mère, le visage suffisant d'Éléonore, et mon intervention très rationnelle pour exiger mon argent, m'a été envoyée en qualité maximale. Ce soir-là, à l'heure de grande écoute, lorsque le trafic sur les réseaux sociaux atteint son apogée, j'ai créé une publication publique sur mon propre Facebook et l'ai partagée sur les mêmes groupes communautaires qu'Éléonore avait utilisés pour propager ces rumeurs. Ma publication n'était pas dramatique, plaintive ou émotionnelle. Elle était brève, inébranlable et transparente comme un acte d'accusation. À ceux qui suivent le drame du mariage annulé à l'hôtel du Ritz le week-end dernier, je suis Maëlys, la femme diffamée dans les publications de Madame Dubois. Je n'aime pas le drame sur Internet, mais pour protéger mon honneur et ma famille, je publie la vérité absolue avec 3 preuves. Sous le texte, j'ai joint, 1. La confirmation de virement bancaire certifié prouvant que c'était moi qui avais fourni les 100 000 € d'acompte, réfutant complètement le mensonge selon lequel je les extorquais. 2. Des captures d'écran des messages textes d'Hugues me persuadant de virer l'argent, suivi de la preuve qu'il avait secrètement mis l'acte de propriété à son seul nom. 3. La vidéo non éditée de haute qualité de la réception de mariage réel montrant le discours scandaleux d'Hugues, le triomphe d'Éléonore, et ma juste demande de remboursement de mes fonds. Il a fallu moins de 30 minutes pour que ma publication déclenche un tremblement de terre massif sur les réseaux sociaux. La vérité crue et cruelle a été mise à nu. Le tribunal de l'opinion publique a fait un virage à 180 degrés. Les mêmes personnes qui m'avaient maudite la veille étaient maintenant enragées contre le comportement de fils à maman et trompeur d'Hugues. Les fourches étaient pointées directement sur Hugues et Éléonore. Oh mon Dieu, quel genre d'homme vole les économies d'une vie de sa fiancée pour les donner à sa maman? La belle-mère mérite un Oscar pour ce poste de victime. Un vrai vol. Dieu merci, la mariée s'est réveillée et a annulé le mariage, sinon elle paierait un prêt pour sa belle-mère pendant 30 ans. Gagne 6 000 €, donne 3 500 € à maman, fait payer le prêt à la femme. Comportement de clown absolu. Des milliers de commentaires sarcastiques et furieux ont inondé les pages d'Hugues et d'Éléonore, les terrorisant au point qu'ils ont entièrement désactivé leur compte. Mais cela ne s'est pas arrêté sur Internet. La lettre de mise en demeure estampillée par le cabinet de Maître Dubois avait été livrée directement au directeur des ressources humaines de la firme de Wall Street d'Hugues à la Défense. Une entreprise de ce calibre se soucie profondément de la réputation éthique de ses employés. Un scandale impliquant une fraude financière contre une fiancée et une conduite gravement immorale était une énorme responsabilité. Cet après-midi-là, Hugues a été placé en suspension indéfinie sans salaire, en attendant un examen interne de sa conduite personnelle. Acculé, ruiné socialement, confronté au chômage et menacé d'une action en justice civile, l'arrogance d'Éléonore et de son fils s'est complètement désintégrée. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec une notification bancaire. 100 000 € avaient été virés sur mon compte en totalité avec un libellé « Remboursement Hugues ». Environ 1 heure plus tard, une publication publique est apparue sur la page Facebook réactivée d'Hugues. Il a admis avoir pris des décisions impulsives et mal avisées, s'est excusé pour la douleur qu'il m'avait causée et a confirmé qu'il avait remboursé l'argent. Éléonore a également publié des excuses brèves et rigides, affirmant qu'elle avait mal compris les intentions de son fils et demandant le pardon d'Internet. Même si leurs excuses étaient forcées et incroyablement fausses, c'était suffisant pour moi. Mon objectif de récupérer mon argent et de laver mon nom était atteint. Je les ai bloqués pour la toute dernière fois, fermant ce sombre chapitre. Cependant, le drame dans mon entreprise actuelle m'avait épuisé. J'ai décidé de remettre ma démission. J'avais besoin d'un nouvel environnement,
d'un nouvel espace pour détoxifier complètement mon esprit et recommencer. 2 mois se sont écoulés depuis le mariage annulé. Ma vie s'est progressivement stabilisée. Grâce à mon expertise et à mes années d'expérience, j'ai facilement décroché un poste de responsable principal des relations publiques dans une grande entreprise technologique mondiale dont le siège est à Paris. Le nouvel environnement dynamique et les collègues sympathiques m'ont tenu occupé et ont aidé à estomper les souvenirs malheureux. Mais le monde est vraiment petit. Même si j'essayais de me boucher les oreilles et de fermer les yeux, des rumeurs sur la famille de mon ex me parvenaient toujours par l'intermédiaire de connaissances communes. Lors d'une pause café le week-end, Léa a répandu avec enthousiasme quelques potins, Hugues va se marier à la va-vite. La mariée s'appelle Pivoine, une jeune femme originaire de la région du Centre-Val de Loire. La rumeur dit qu'elle vient d'une famille riche, choisie et agressivement arrangée par Éléonore elle-même. En entendant cela, j'ai juste souri, ne ressentant rien d'autre que du soulagement en remuant mon latte glacé. Tant mieux pour eux. J'espère qu'il la traitera mieux, ai-je dit. Honnêtement, je m'en fichais. Ce n'était pas mon cirque, pas mes singes. Mais l'arbre veut la paix. Pourtant, le vent ne s'arrêtera pas. Un vendredi après-midi, alors que je sortais du travail, un numéro inconnu m'a appelé à plusieurs reprises. J'ai finalement répondu. La voix à l'autre bout était celle d'une jeune femme, incroyablement timide et stressée. Excusez-moi. Est-ce Maëlys ? Je suis Pivoine. Je suis la fille qui épouse Hugues. Pourriez-vous me consacrer un peu de temps pour me rencontrer ? Juste 15 minutes. J'ai quelque chose de vraiment important à vous dire. J'ai froncé les sourcils, une étrange prémonition montant dans mon ventre. Pourquoi diable la nouvelle fiancée de mon ex voudrait-elle me voir ? J'étais sur le point de refuser, mais le désespoir dans la voix de Pivoine a adouci ma résolution. J'ai accepté de la rencontrer dans un café discret et caché du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Pivoine est arrivée, pâle et épuisée, vêtue d'un pull trop grand. Dès qu'elle s'est assise, elle a maladroitement frotté son ventre, me regardant avec une profonde culpabilité. Sans détour, Pivoine a posé son iPhone sur la table et a lancé un fichier audio. Maëlys, je t'ai retrouvée parce que ma conscience me ronge et parce que j'ai enfin vu le vrai visage de cette famille. S'il te plaît, écoute ça. Un enregistrement statique a commencé, suivi de la voix incomparable, d'une froideur calculée, d'Éléonore, accompagnée des murmures d'approbation d'Hugues. Éléonore, écoute-moi. Maëlys est trop intelligente et elle gagne son propre argent. Si tu l'épouses, nous ne pourrons jamais la contrôler. Fais juste ce que je te dis. Au mariage, fais juste le show et annonce que tu me donnes les biens et l'argent. Connaissant son ego démesuré, elle va exploser et annuler le mariage elle-même. Alors la faute lui en reviendra de partir, pas à nous. Une fois que nous nous serons débarrassés d'elle, je te ferai venir Pivoine. Sa famille a de l'argent ancien. Elle est docile et facile à contrôler. Dis-lui juste de simuler une grossesse pour la retenir. Une fois l'affaire conclue, ses parents de la région du Centre-Val de Loire vous laisseront certainement beaucoup d'argent pour vous acheter une maison et une voiture. Hugues, mais maman, et si Maëlys réclame l'argent de la compte ? Éléonore, l'argent qui entre dans ma poche n'en sort jamais. Je la défie d'essayer. Fais exactement ce que je te dis. L'enregistrement s'est arrêté. Ma colonne vertébrale est devenue glaciale. Je suis resté dans un silence de mort, mes mains se serrant si fort que mes phalanges sont devenues blanches. Alors, l'humiliation que j'avais subie ce jour-là n'était pas un moment de stupidité impulsive de la part d'Hugues. C'était un acte théâtral ignoble, un scénario cruel méticuleusement dirigé par Éléonore juste pour me forcer à partir, faisant de la place pour une affaire plus lucrative qu'elle convoitait depuis le début. Ils ont traité mes 7 années d'amour comme des ordures absolues pour ouvrir la voie à leur cupidité méprisable. Pivoine a pleuré, me saisissant la main, « Maëlys, je suis tellement désolée. Cette grossesse est complètement fausse. Éléonore m'a forcé à porter un ventre de grossesse et de faux papiers d'échographie pour tromper ma famille et les faire accepter un mariage précipité. J'étais si aveuglément amoureuse d'Hugues que je me suis laissée faire. Mais en vivant près de cette femme ces derniers mois, j'ai réalisé que son contrôle toxique est suffocant.
Elle gère chaque centime qu'Hugues gagne, elle a exigé que je lui donne mon salaire à garder pour moi, et elle prévoyait en fait de forcer mes parents à acheter une Tesla à Hugues comme cadeau de mariage. Et Hugues obéit simplement à tous ses ordres. C'est un tel lâche. J'ai tellement peur, Maëlys. Si j'épouse cette famille, ma vie est finie. J'ai soupiré, tirant une serviette du distributeur et la tendant à Pivoine. La colère en moi s'est lentement apaisée, remplacée par une profonde pitié pour la jeune fille naïve assise en face de moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé doucement. Pivoine a essuyé ses larmes, ses yeux s'illuminant d'une résolution soudaine, étrange et féroce. J'ai pris ma décision. Ce matin, j'ai emballé tous les cadeaux de fiançailles et la bague et je les ai renvoyés chez Éléonore. J'ai appelé mes parents dans la région du Centre-Val de Loire et je leur ai confessé toute la vérité. Je me dirige vers la gare routière en ce moment pour prendre un bus et quitter la ville. Je refuse de vendre ma vie à une famille comme celle-là. Je voulais juste te rencontrer pour te dire que je suis désolée et pour te dire que tu as incroyablement de la chance de leur avoir échappé. J'ai souri. Le sourire le plus paisible que j'ai eu depuis des mois. Je ne t'en veux pas, Pivoine. Je dois même te remercier de m'avoir fait connaître la vérité. Rentre bien chez toi. Recommence et trouve quelqu'un qui te mérite vraiment. J'ai regardé la silhouette de Pivoine disparaître par la porte du café. Je suis sortie dans la rue, me fondant dans la foule animée de l'heure de pointe parisienne. La grande pièce d'Éléonore avait atteint son final. Ceux qui sèment le vent récolteront la tempête. Et franchement, la tempête qui arrivait pour Éléonore ne faisait que commencer. Le lundi matin, à l'entreprise technologique à Paris, a commencé par la ruée chaotique habituelle. J'ai pris une gorgée de café noir, concentré sur l'examen du dossier pour un événement majeur de lancement de produits à la fin du mois. Depuis le jour où j'avais découvert la fausse grossesse de Pivoine, mon cœur se sentait incroyablement léger. Je pensais sincèrement que le pire était enfin derrière moi. Mais Éléonore n'était pas du genre à accepter facilement la défaite. Perdre une belle-fille riche comme Pivoine, en plus de devoir me débourser 100 000 €, l'avait rendue complètement folle. Vers 10 heures, alors que le bureau était plongé dans un silence concentré, le son des sirènes de police et des cris chaotiques a résonné depuis le rez-de-chaussée, au niveau de la rue. J'ai froncé les sourcils, marchant vers les baies vitrées pour regarder en bas. La scène en dessous m'a figé. Juste devant les portes tournantes de mon immeuble de bureau, une foule d'une dizaine de personnes manifestait. Au milieu se tenait nulle autre qu'Éléonore. Elle portait un survêtement rouge vif et tenait un mégaphone blanc. Deux femmes d'âge moyen, tante Marie et tante Suzanne, du côté d'Hugues, la flanquaient. Elle tenait une immense banderole en vinyle rouge avec des lettres jaunes géantes qui disaient « Maëlys est une fraude. Rendez la justice à ma famille. Briseuse de ménage. » Et il n'y avait pas que la famille d'Éléonore. Elles avaient amené 3 ou 4 jeunes hommes tenant des smartphones sur des stabilisateurs, diffusant tout en direct sur les réseaux sociaux. Éléonore a crié dans le mégaphone, sa voix rebondissant sur les gratte-ciel, « Tout le monde, regardez le visage d'une escroqueuse. Son nom est Maëlys. Elle travaille au 8e étage de ce bâtiment. Elle a simulé l'amour avec mon fils pendant 7 ans, nous a escroqués, puis a calomnié ma famille. Elle a intimidé ma nouvelle belle-fille pour qu'elle s'enfuie. Enregistrez ça pour que tout le pays voie son vrai visage. » Des murmures ont éclaté parmi mes collègues à l'étage. Les gens me regardaient avec un mélange de pitié et d'intense curiosité. Le directeur des ressources humaines a fait une grimace, m'a tiré dans son bureau et m'a demandé de régler ce problème personnel immédiatement afin qu'il n'ait pas d'impact sur l'image de l'entreprise. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête fermement à mon patron. Je savais parfaitement que me cacher maintenant ne ferait que donner la victoire à ces psychopathes. Je devais faire face à cela et détruire ce cirque pathétique une fois pour toutes. Je suis retournée à mon bureau, j'ai pris mon téléphone et j'ai emprunté une énorme enceinte Bluetooth haute puissance au service audiovisuel. Je suis entrée dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du hall, rayonnante d'un calme absolu. Dès que j'ai franchi les portes vitrées automatiques, les cris d'Éléonore sont devenus assourdissants. En me voyant, elle a agi comme si elle avait trouvé de l'or, pointant du doigt mon visage et criant.
Les diffuseurs en direct ont immédiatement braqué leurs caméras dans ma direction. Les tantes se sont élancées pour attraper ma veste, mais 2 imposants gardes de sécurité du bâtiment sont intervenus, formant une barricade humaine pour me protéger. Je me suis tenue droite, mes yeux balayant froidement les visages enragés. J'ai allumé l'enceinte Bluetooth, la synchronisant avec mon téléphone, ma voix projetée fort et distinctement, submergeant complètement le mégaphone bon marché d'Éléonore. Madame Dubois, je pensais que vous aviez déjà appris votre leçon sur la diffamation sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous venez sur mon lieu de travail pour me harceler. Pensez-vous que la loi ne s'applique pas à vous? Éléonore a mis ses mains sur ses hanches, levant le menton avec défi, ne me menacez pas avec la loi. Vous avez ruiné le bonheur de mon fils. Vous avez manipulé Pivoine pour qu'elle parte et rende la bague. Rendez-moi ma belle-fille. J'ai laissé échapper un rire fort et sec, un rire de pure incrédulité face à son audace. Je n'ai pas perdu un instant de plus à argumenter. J'ai appuyé sur lecture du fichier audio que Pivoine m'avait donné. J'ai mis le volume de l'énorme enceinte Bose au maximum, diffusant le son dans les oreilles de chaque personne sur ce trottoir. La voix froide et calculatrice d'Éléonore a résonné sur le béton. De ses instructions explicites à Hugues pour voler mes biens sur scène au plan sinistre de forcer Pivoine à simuler une grossesse pour extorquer une Tesla à ses parents, chaque mot a résonné avec une clarté cristalline. La foule de curieux Parisiens est soudainement devenue silencieuse. Les diffuseurs en direct se sont figés, leurs mains tremblant alors que leur fils de discussion explosait devant l'énorme rebondissement. Le visage d'Éléonore est passé du rouge écarlate au blanc fantomatique. Elle a paniqué, essayant frénétiquement de se jeter sur l'enceinte pour l'éteindre, mais les gardes de sécurité l'ont repoussée. Les 2 tantes se tenaient là, la bouche ouverte, trébuchant en arrière d'horreur. C'est la preuve de l'amour que vous aviez pour votre nouvelle belle-fille, ai-je grommelé, regardant Éléonore avec un dégoût absolu. Vous traitez les êtres humains comme des marchandises à extorquer. Vous l'avez forcée à simuler une grossesse. Votre propre avidité et votre méchanceté l'ont chassée. Pas moi. Au point culminant de la tension, un taxi jaune a freiné en grinçant sur le trottoir. La porte s'est ouverte et une jeune femme est sortie. C'était Pivoine. Elle portait un simple sweat à capuche et un sac à dos. Elle n'avait pas encore embarqué dans son bus pour la région du Centre-Val de Loire car elle voulait revenir et rétablir la vérité. Ne s'attendant jamais à tomber sur cette scène exacte. Pivoine a marché droit devant et s'est tenue à côté de moi. Elle a levé le menton, regardant droit Éléonore, sa voix tremblante mais résolue, « Madame Dubois, arrêtez de calomnier Maëlys. C'est moi qui ai enregistré votre conversation et qui la lui ai donnée. Je préférerais être la fille qui a fui son fiancé. Je préférerais retourner dans la région du Centre-Val de Loire et travailler dans une ferme plutôt que de mettre les pieds dans une maison remplie de vos mensonges et de votre tromperie. La grossesse était fausse. Vous m'avez forcé à falsifier des dossiers médicaux pour escroquer mes parents. Tout le monde ici l'a clairement entendu. Cette famille n'est composée que d'escrocs. L'apparition de Pivoine a été le coup fatal qui a entièrement détruit la dernière once de dignité d'Éléonore. La foule dans la rue a commencé à huer et à lancer des insultes à Éléonore et à son groupe. Les diffuseurs en direct narraient maintenant l'humiliation totale de la méchante belle-mère. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le hurlement des sirènes de la police nationale a retenti juste à côté du trottoir. La direction de l'immeuble avait appelé le commissariat dès qu'Éléonore avait commencé à déployer sa banderole. 4 agents en uniforme sont sortis de leur voiture, exigeant immédiatement que la foule se disperse et confisquant la banderole. Un agent a pointé du doigt Éléonore et son équipe, sa voix sévère, « Vous et vous, les mains où je peux les voir. Nous vous emmenons au commissariat. » Manifester sur une propriété privée, inciter à la perturbation de l'ordre public, harcèlement et utilisation de son amplifié sans permis sont tous des infractions pénales à Paris. Éléonore est finalement entrée en mode panique totale. Elle a saisi la manche de l'agent, pleurant et suppliant, « Officier, s'il vous plaît. Je ne suis qu'une vieille mère inquiète pour son fils. J'étais confuse. Laissez-moi partir. » Mais ces supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. La police nationale ne plaisante pas avec les personnes qui troublent l'ordre public et harcèlent les immeubles de bureaux.
Éléonore, ses tantes, et même les diffuseurs en direct ont été chargés dans des fourgons de police et emmenés au poste. Pivoine et moi sommes également allés au commissariat pour faire des déclarations officielles. Au commissariat, munie de l'enregistrement audio clair et du témoignage de Pivoine, Éléonore a été officiellement accusée de harcèlement, de trouble à l'ordre public et citée pour diffamation criminelle. Tenant une copie du rapport de police, j'ai poussé un soupir de soulagement massif. La justice avait enfin parlé. Le karma avait enfin rattrapé son retard. Si l'incident au bureau a été résolu légalement, les conséquences m'ont épuisé. Les potins de bureau. Les regards en coin des collègues. Même s'ils savaient que j'étais la victime, tout cela a créé une pression invisible et lourde sur mes épaules. Les choses n'allaient pas beaucoup mieux pour mes parents à la maison. Les voisins chuchotaient constamment sur le fait que j'avais annulé mon mariage et que des gens s'étaient présentés à mon travail pour protester. Pour donner un peu de paix à mes parents, j'ai décidé de déménager. J'ai signé un bail pour un appartement calme et sécurisé au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur dans un quartier tranquille de la banlieue parisienne. Près de la ligne de métro pour mon nouveau travail. Je pensais qu'après qu'Éléonore ait été arrêtée, condamnée à une amende et frappée d'une ordonnance d'éloignement, sa famille finirait par apprendre sa leçon et me laisserait tranquille. Mais l'impudence était pratiquement dans leur ADN. Éléonore avait été libérée sous caution rapidement en produisant des dossiers médicaux affirmant qu'elle souffrait d'hypertension artérielle chronique. Et la toute première nuit où j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Ils m'ont trouvé. Il était 23 heures. Une pluie new-yorkaise glaciale et somnolente tombait fort. J'étais recroquevillée sous une couverture en train de lire un livre quand un martèlement violent a éclaté à ma porte, suivi des cris paniqués d'Hugues. « Maëlys, ouvre la porte. » « Maëlys, ma mère vient de s'effondrer. Ouvre la porte. » J'ai sursauté, jetant la couverture. Je me suis glissée vers la porte et j'ai regardé par le judas. Sous la lumière tamisée et vacillante du couloir. Hugues frappait à ma porte. À ses pieds, Éléonore était allongée à plat sur le sol, les yeux fermés, ses vêtements en désordre. Mon cœur battait la chamade, mais la panique initiale a été rapidement éteinte par une logique froide. Comment ont-ils eu ma nouvelle adresse? Il a dû me suivre depuis mon bureau. L'évanouissement d'Éléonore juste devant ma porte à minuit était évidemment un autre acte théâtral d'extorsion bon marché. Si j'ouvrais cette porte, ils entreraient de force, feraient une scène massive pour alerter les voisins, et essaieraient de me tenir responsable de sa mauvaise santé, exigeant de l'argent ou me forçant à abandonner les ordonnances d'éloignement. J'ai reculé d'un pas, me disant de rester calme. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai composé le 17. J'ai calmement donné mon adresse à la standardiste, déclarant que 2 individus faisant l'objet d'une ordonnance d'éloignement me harcelaient, et que l'un d'eux semblait avoir une urgence médicale dans le couloir, nécessitant une ambulance. En 15 minutes, le hurlement d'une ambulance, des pompiers et des voitures de police a déchiré le quartier tranquille. Des lumières rouges et bleues ont clignoté à travers mes stores. Hugues, dans le couloir, a paniqué en entendant les sirènes. Les coups ont cessé instantanément. J'ai de nouveau regardé par le judas. Hugues secouait l'épaule d'Éléonore. « Maman, lève-toi. Les flics et les secouristes sont là. » Éléonore, qui faisait la morte, s'est levée comme un ressort. Elle a hâtivement épousseté ses vêtements, le visage pâle, et a essayé d'entraîner Hugues vers l'escalier pour s'enfuir. Mais ils étaient trop tard. 2 policiers et une équipe de secouristes portant une civière montaient déjà les escaliers. J'ai finalement déverrouillé et ouvert ma porte, le visage complètement inexpressif. Un secouriste s'est approché d'Éléonore, lui demandant de s'asseoir sur la civière pour vérifier ses signes vitaux. Éléonore a agité frénétiquement les mains, balbutiant « Je vais bien. J'ai juste eu un petit vertige. Je suis parfaitement en bonne santé maintenant. Je n'ai pas besoin d'hôpital. » Le secouriste a vérifié sa tension artérielle et son rythme cardiaque quand même, puis a regardé les policiers. « La patiente va parfaitement bien. Ses signes vitaux sont complètement stables. Aucun signe de syncope ou de détresse cardiaque. » L'un des policiers a plissé les yeux, regardant Hugues et sa mère,
Alors, vous deux traînez dans un couloir résidentiel à minuit, frappant à la porte de cette jeune femme et simulant une crise cardiaque. Comprenez-vous que c'est une violation d'une ordonnance de protection et un harcèlement criminel? Vos identités maintenant. Hugues a sorti sa carte d'identité en tremblant, la tête baissée, terrifié de regarder qui que ce soit. Éléonore pleurait, donnant une excuse alambiquée à propos de la recherche d'une amie perdue. Les policiers leur ont dressé des contraventions sur le champ, les avertissant que s'ils s'approchaient à moins de 150 mètres de cet immeuble à nouveau, ils seraient arrêtés pour harcèlement criminel. En regardant Hugues et sa mère faire la marche de la honte dans les escaliers sous escorte policière, mon cœur était totalement vide. Il n'y avait aucune joie, seulement un épuisement profond et suffocant. Ce cycle toxique semblait sans fin. Si je restais dans cette ville à ce travail, il trouverait toujours un moyen de surgir et de faire des crises. Assise seule dans mon appartement silencieux, j'ai pris une décision monumentale. Je devais vraiment m'échapper pour recommencer ma vie. Je refusais que ma jeunesse soit enterrée sous les stratagèmes sales et calculateurs de cette famille. Le lendemain matin, j'ai remis ma démission à l'entreprise technologique. Bien que je sois au sommet de ma carrière, j'ai fait mes valises et j'ai résilié mon bail. Je suis allé chez mon opérateur téléphonique, j'ai définitivement mis fin au numéro de téléphone que j'avais utilisé pendant 10 ans et j'en ai acheté un tout neuf. J'ai effacé toute ma trace numérique, supprimant tous les anciens comptes de réseaux sociaux et en créant un privé juste pour ma famille et Léa. Cette fois, j'ai coupé tous les liens, effaçant complètement la Maëlys du passé pour commencer un voyage complètement anonyme loin des personnes de mon histoire. Le temps a filé. L'hiver glacial de Paris a fait place au soleil chaud et lumineux du printemps. Plus de 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où j'avais coupé tout contact, et ma vie avait vraiment tourné une nouvelle page. J'avais transitionné vers un rôle de développement de projet dans un grand conglomérat technologique dont le siège est à Paris. Le nouveau travail, avec un salaire lucratif et une concentration exigeante, ne me laissait pas le temps de m'attarder sur les vieilles misères. Un vendredi après-midi, mon entreprise a organisé un grand sommet logiciel d'entreprise au Ritz Paris. J'étais chargée d'accueillir les clients VIP. Vêtu d'un élégant tailleur pantalon gris anthracite, je me tenais à l'entrée de la salle de bal, affichant un sourire professionnel alors que j'accueillais les dirigeants des entreprises partenaires juste avant le début du discours. Un homme en costume bleu marine sur mesure, l'air incroyablement distingué avec une mallette en cuir à la main, s'est approché. « Excusez-moi, j'ai une invitation pour Paul. » J'ai baissé les yeux sur le nom sur la carte, puis j'ai levé les yeux vers le visage de l'homme qui se tenait devant moi. Mon cœur a fait un bond. « Paul » ai-je lâché. L'homme a marqué une pause, ses yeux se fixant sur les miens. Un pur choc a envahi ses traits beaux et vifs. « Maëlys ? Oh mon Dieu! Maëlys, c'est toi. Tu travailles ici? Paul était un ancien de mes années universitaires. Il était le capitaine de l'équipe de débat. Un garçon radieux et chaleureux qui était toujours prêt à aider n'importe qui. Paul était aussi mon coup de cœur timide et innocent à l'université. À l'époque, nous avions une douce connexion tacite. Mais parce que Paul a obtenu son diplôme plus tôt et a obtenu une bourse pour étudier à Londres, la romance a été mise de côté, devenant un beau souvenir enfermé. J'avais entendu dire par la suite qu'il était revenu en France, avait connu un grand succès et s'était marié. Rencontrer une ancienne flamme au milieu d'une salle de bal bondée a suscité des émotions indescriptibles. Paul était maintenant directeur principal de projet pour une grande entreprise d'ingénierie. La maturité et la confiance dans chacun de ses gestes inspiraient le respect. Nous n'avons eu le temps que d'échanger quelques plaisanteries rapides avant qu'il ne doive entrer dans la salle. Cette nuit-là, quand je suis rentré à mon appartement, un message d'un numéro inconnu est apparu sur mon nouveau téléphone professionnel. « Salut Maëlys, c'est Paul. J'ai eu ton numéro par ton VP des ventes. Tu es libre ce week-end? J'aimerais prendre un café et discuter. » En lisant le message, j'ai hésité longtemps. Après l'horrible traumatisme de mon quasi-mariage avec Hugues, mon cœur était gelé, entouré d'une forteresse impénétrable. J'étais terrifiée par les hommes, terrifiée par les mots doux, terrifiée que toute relation amoureuse me ramène dans la boue. Mais la politesse sincère de Paul a rendu impossible de dire non. J'ai accepté de le rencontrer.
Le dimanche matin, nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près du jardin du Luxembourg. Paul est arrivé tôt et m'avait déjà commandé un thé à la camomille, ma boisson préférée de l'époque. Ce tout petit détail observateur m'a ému. Nous avons parlé de nos carrières et de nos vies au fil des années où nous avions été séparés. Paul a écouté mes histoires avec un profond respect. Il n'était pas curieux et il ne jugeait pas. Quand la conversation s'est tue, Paul m'a regardé avec des yeux profonds, légèrement tristes, alors qu'il parlait de sa propre vie. Je suis divorcé depuis 2 ans, Maëlys. Sa voix était stable, mais portait beaucoup de poids. Mon ex-femme est une bonne personne, mais nous ne partagions tout simplement pas les mêmes valeurs ou objectifs fondamentaux. Nous nous sommes séparés à l'amiable. Pas d'enfants impliqués. Au cours des 2 dernières années, je me suis entièrement jetée dans mon travail pour ignorer le vide. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé te rencontrer ici. En regardant Paul à ce moment-là, j'ai ressenti la profonde résonance de 2 âmes portant des cicatrices. Nous avons parlé bien après-midi. Lorsque nous sommes sortis pour nous dire au revoir, Paul m'a ouvert la porte passager de sa voiture, souriant doucement. Maëlys, peu importe à quel point le monde change, à mes yeux, tu es toujours la fille résiliente et radieuse de l'université. Ne laisse pas les choses terribles de ton passé te voler ton sourire. À partir de maintenant, laisse-moi être un ami, quelqu'un avec qui tu peux partager tes hauts et tes bas. Ça te va ? Ces mots doux mais incroyablement ancrés ont été comme un rayon de soleil chaud perçant la glace dans mon cœur. Même si j'étais encore sur mes gardes, je savais que cette réunion fatidique avait planté une graine d'espoir dans mon âme aride. Dans les mois qui ont suivi, Paul est entré patiemment dans ma vie avec les actes de gentillesse les plus sincères et ordinaires. Il n'a pas utilisé de cadeaux flashy et coûteux pour acheter mon affection. Il a utilisé des actions pour prouver sa présence solide et fiable. Je me souviens d'un mardi soir de juillet où une averse estivale torrentielle a frappé la ville de manière inattendue. L'entrée du métro où je me tenais était inondée. J'avais du mal à trouver un VTC, mais aucun chauffeur n'acceptait la course. Juste au moment où je frissonnais à cause du vent froid, un SUV familier s'est arrêté juste devant moi. Paul, portant une chemise habillée avec les manches retroussées, est sorti avec un parapluie de golf noir massif, se précipitant pour me couvrir. Il ne s'est pas plaint ni n'a dit un mot. Il a juste pris sa veste de costume sèche du siège arrière, l'a drapée sur mes épaules frissonnantes, et a soigneusement ajusté le chauffage du siège pour que je sois à l'aise. La chaleur de sa veste s'est répandue, chassant le froid mordant de la pluie à l'extérieur. Il y avait aussi des dimanches matins où, sachant que je sautais le petit déjeuner parce que j'adorais faire la grasse matinée, Paul allait à la boulangerie locale, achetait des croissants chauds et du café frais, et les apportait directement à ma porte d'appartement. Il s'asseyait et me regardait manger, ses yeux débordant d'une adoration absolue. La sincérité et l'intelligence émotionnelle de Paul ont complètement démantelé les derniers murs défensifs autour de mon cœur. Lorsque nos sentiments sont devenus assez profonds, Paul m'a officiellement demandé d'être sa petite amie. Cette nuit-là, sous les lumières scintillantes d'un restaurant sur un toit à Paris, Paul a tenu ma main, sa voix profonde et chaleureuse. « Maëlys, j'ai eu un mariage brisé. Tu as tes propres cicatrices profondes. Nous ne sommes plus assez jeunes pour jouer avec nos cœurs. Je veux prendre soin de toi pour le reste de ma vie. Sois ma petite amie. » Bien que mon cœur batte la chamade, j'ai légèrement retiré ma main. Les cauchemars d'Éléonore, le contrôle financier, les dictats suffocants d'une belle famille, ils me hantaient toujours. J'ai regardé Paul et j'ai exprimé sans embâche mes peurs les plus profondes. « Paul, je suis terrifiée. J'ai peur des ingérences familiales. J'ai peur que les calculs financiers ne tuent l'amour. Si un jour ta famille essaie de contrôler nos vies ou me force à me soumettre à des exigences déraisonnables, je ne le supporterai pas. » Paul a souri avec une compréhension totale. Il a serré ma main plus fort, ses yeux féroces de conviction. « Je comprends ta peur, mais crois-moi, je suis un homme entièrement indépendant. Ce que je gagne est à moi, et à l'avenir, ce sera notre propriété commune transparente. Mes parents vivent tranquillement en banlieue parisienne. Ce sont des gens incroyablement raisonnables qui n'ont jamais interféré dans ma vie. Et quant à moi, je jure que je te respecterai toujours et que je te protégerai de quiconque essaiera de te faire du mal.
Nous mènerons une vie indépendante, égale et libre. La promesse inébranlable de Paul a fait couler des larmes sur mon visage. C'étaient des larmes de libération, de pur bonheur. J'ai hoché la tête, posant ma tête sur son épaule. Pour prouver ses paroles, Paul a demandé au conseil d'administration de son entreprise de le faire passer d'un rôle qui exigeait des voyages constants à un poste de gestion de projet sédentaire à Paris juste pour qu'il puisse passer plus de temps avec moi. Il m'a donné un accès complet à ses finances et à ses comptes bancaires, et nous avons élaboré un plan financier pour notre avenir ensemble. Cette transparence absolue m'a donné un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu auparavant. 3 mois plus tard, Paul m'a emmené en banlieue pour rencontrer ses parents. Ses parents étaient des enseignants à la retraite, gentils, humbles et chaleureux. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Nous avons eu un dîner simple et confortable. Il n'y a eu aucun interrogatoire, aucun jugement sur mes antécédents. Ils ont sincèrement respecté le choix de leur fils et m'ont aimé pour ce que j'étais. Après ce voyage, j'ai amené Paul en Normandie en toute confiance pour rencontrer mes parents. Mon père, qui était devenu incroyablement strict après mon traumatisme, a jeté un œil à Paul et a hoché la tête en signe d'approbation. La maturité, le calme et le profond respect de Paul pour ses aînés ont complètement conquis ma famille. Un petit mariage a été prévu. Pas de drame, pas de démonstration ostentatoire de richesse, juste une sincérité pure et un amour débordant. Paul et moi nous sommes mariés par une magnifique journée d'automne ensoleillée. Cette fois, il n'y avait pas de grande salle de bal d'hôtel avec des centaines d'invités. Pas de discours performatif sur l'argent. Nous avons choisi un magnifique jardin botanique dans la banlieue parisienne, décoré d'astés violets, le symbole de l'amour durable. La liste des invités était limitée à 50 personnes, nos familles immédiates et nos amis les plus proches. Portant une élégante robe à épaules dénudées, mes cheveux simplement attachés, j'ai descendu l'allée herbeuse au bras de mon père. Papa avait les larmes aux yeux en me remettant à Paul. Paul a serré ma main, affichant le plus beau sourire du monde. Dans cet espace intime, nous avons échangé de simples alliances et juré de nous tenir la main à travers chaque tempête que la vie nous enverrait. Mes nouveaux beaux-parents étaient assis au premier rang, applaudissant et souriant avec une joie pure. La scène était incroyablement paisible, effaçant entièrement le souvenir horrible de ce mariage inachevé il y a des années. Juste au moment où la réception se terminait, Léa s'est précipitée, me tirant le bras et me chuchotant à l'oreille. « Maëlys, regarde près des portes du jardin. C'est quelqu'un que tu connais. » J'ai froncé les sourcils, suivant le regard de Léa. Se tenant maladroitement à l'extérieur des portes en fer, partiellement cachées par les buissons, se trouvait Hugues. Je ne l'ai presque pas reconnu. Il était émacié, le visage creusé, arborant une barbe clairsemée, portant une chemise habillée froissée et bon marché. J'avais entendu dire qu'après avoir été licencié pour son scandale éthique, combiné à la réputation ruinée de sa famille, Hugues était tombé dans un chômage de longue durée et une dépression. La rumeur disait qu'Éléonore, furieuse et humiliée, était tombée gravement malade et avait été alitée pendant des mois, épuisant complètement l'argent qu'il leur restait en frais médicaux. Hugues tenait une petite boîte enveloppée de papier rouge. Ses yeux épuisés me regardaient. Voyant que je l'avais repéré, il s'est timidement avancé vers le portail, levant une main comme pour saluer. Je me suis arrêté net, tapotant le bras de Paul. « Attends-moi une seconde. » Je me suis dirigé directement vers les portes, gardant une distance stricte d'Hugues. Mes yeux étaient froids, ne trahissant aucune émotion. Tu es magnifique dans cette robe. Félicitations. Voici un petit cadeau que je voulais te donner, à toi et à ton mari, balbutia Hugues, tendant la boîte à travers les barreaux. Je n'ai pas tendu la main pour la prendre. J'ai juste répondu doucement, ma voix aussi calme qu'un lac immobile. Merci, mais je n'accepte pas les cadeaux d'étrangers. Le passé est clos. S'il te plaît, ne réapparais plus jamais dans ma vie. Rentre chez toi et assume la responsabilité de ta propre famille. Sur ce, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. La boîte rouge dans la main d'Hugues est tombée sur le côté. Il est resté figé sur place. Sa tête baissée dans un écrasant regret. Mais ce regret est arrivé bien trop tard. Tout le monde doit payer le prix des choix qu'il fait.
Une semaine après le mariage, Paul a reçu une offre incroyable pour devenir directeur régional de la nouvelle succursale de son entreprise à Lyon. C'était une opportunité incroyable de faire avancer sa carrière. Paul m'a demandé mon avis, craignant que je ne veuille pas quitter Paris et mes parents. J'ai passé mes bras autour de son cou, posant mon menton sur son épaule solide, et j'ai souri brillamment. Tant que je suis avec toi, je suis chez moi. Lyon est magnifique, et je veux aussi découvrir un nouvel environnement. Quelques jours plus tard, j'ai soumis une demande de transfert au bureau de mon entreprise en Rhône-Alpes. Nous avons fait nos valises et dit au revoir à nos familles. Mes parents étaient tristes de me voir partir, mais incroyablement en paix, sachant que leur fille était avec un mari fort qui l'aimait inconditionnellement. Par un matin ensoleillé à l'aéroport Charles de Gaulle, Paul et moi avons marché main dans la main à travers la sécurité. L'interphone a annoncé l'appel à l'embarquement pour notre vol à destination de Lyon. J'ai regardé par les immenses baies vitrées le ciel bleu clair et haut. L'avion était sur le point de décoller, emportant 2 cœurs battant au même rythme, laissant loin derrière les tempêtes du passé. Une nouvelle vie, libre, égale et débordante de bonheur, nous attendait à bras ouverts. Je suis tellement reconnaissante qu'en ce jour, il y a des années, j'ai eu le courage de m'en aller pour qu'aujourd'hui je puisse recevoir le plus parfait des arrangements que le destin avait à offrir. En clôturant cette histoire très émouvante, je suis sûre que nous sommes tous laissés avec des pensées persistantes et un peu de chagrin. En regardant profondément les racines de ce conflit, il est facile de voir les ombres de tragédies familiales qui ne sont malheureusement pas rares dans notre société. Quant à la mère, la psychologie d'une femme qui a lutté toute sa vie pour élever un fils peut parfois engendrer un immense sentiment de possessivité. Cette mère craignait de perdre sa position suprême dans le cœur de son fils. Elle craignait que son pouvoir dans la famille ne soit divisé par une autre femme. Cette ingérence extrême, le désir de contrôler les finances et l'ingérence dans le mariage de son enfant découlent en fait d'une très profonde insécurité. Cependant, cette insécurité a muté en action calculée, poussant impitoyablement quelqu'un d'autre au bord du gouffre. Inversement, le ressentiment et la fureur de la mariée sont tout à fait compréhensibles. Toute femme entrant dans un mariage s'attend à du respect et à de la transparence. Voir son travail acharné et son argent utilisé comme un tremplin pour que son mari prouve sa loyauté envers sa mère, être dépouillé de son autonomie le jour même de son mariage, c'est une injustice impardonnable. Elle a agi de manière décisive parce qu'elle a réalisé que le fondement de cette famille n'était pas bâti sur l'amour, mais sur la tromperie. Le rôle le plus stimulant dans cette histoire est peut-être celui du mari, pris entre sa mère et sa future femme. Cet homme a choisi d'esquiver ses responsabilités. Se soumettre aveuglément à la manipulation sous la pression d'être le fils parfait l'a involontairement transformé en un lâche incapable de protéger sa propre famille nucléaire. Les écarts générationnels et les mentalités biaisées des parents, s'ils ne sont pas résolus avec empathie, peuvent devenir des lames invisibles qui brisent les liens les plus profonds. L'histoire d'aujourd'hui nous offre l'occasion de réfléchir à la façon dont nous traitons nos proches sous notre propre toit. Pour maintenir une famille heureuse, l'amour seul ne suffit pas. Un mariage durable nécessite une base solide de respect, de transparence et d'égalité. L'amour n'équivaut pas à tolérer l'irraisonnable, et honorer ses parents ne devrait jamais être utilisé comme un bouclier pour piétiner le travail acharné et la dignité du partenaire qui se tient à vos côtés. Entre les générations, les différences de perspective sont inévitables. Cependant, au lieu d'imposer l'autorité ou d'utiliser des mots durs pour se blesser mutuellement afin de forcer la conformité, nous avons désespérément besoin de prendre du recul et d'écouter sincèrement. Les parents qui aiment leurs enfants doivent apprendre quand lâcher prise. Permettre à leurs enfants de prendre leurs responsabilités et de construire leur propre foyer. Interférer trop profondément et vouloir tout contrôler est souvent la raison exacte pour laquelle les enfants finissent avec des vies brisées. Quant à la jeune génération, les maris et les femmes doivent apprendre à communiquer directement, en définissant clairement les limites et les attentes dès le début. L'empathie dans le mariage est toujours la clé maîtresse pour démêler tout conflit. Face à une tempête, asseyez-vous ensemble, mettez-vous à la place de votre partenaire et ressentez ses luttes et ses anxiétés cachées. Une maison chaleureuse n'est pas un endroit dépourvu de désaccords. C'est un endroit où, après tout, les gens choisissent encore la grâce, utilisant la gentillesse pour guérir plutôt que de s'attaquer mutuellement.
La famille est toujours un havre de paix où l'on peut revenir, mais ce havre n'est vraiment chaleureux que lorsque la compassion et le pardon sont présents.